Bonjour mes amis, heureux d'être parmi vous dans cette nouvelle vidéo. Donc, c'est la suite de la lecture du texte d'Antigone. Quand je dis texte d'Antigone, je ne parle pas de la pièce proprement dite, mais d'une réécriture de la pièce. D'accord? D'un passage des dialogiques au narratif. D'accord? Bien. C'est la suite. Avant de passer à la suite, donc ici je vais relire, d'accord, ceci. En voyant Antigone, la fiancée d'Aimon, revenir à une telle heure de dehors, la nourrice s'inquiète sur sa santé. Il croit qu'il a un amant, il lui fait des reproches. Tout en lui disant qu'il est pur, ça veut dire chaste, la princesse fait allusion à sa mort, il lui demande de garder ses larmes. Donc, sans trop tarder, j'ai déjà expliqué ceci, mais j'ajoute une chose. Il s'agit là d'un dialogue entre la nourrice et Antigone, de ce que l'on appelle le dialogue des sourds, ou bien le quiproquo. Très bien. Alors, bien. Donc faites attention ici, bien sûr, Ismène c'est un personnage féminin. Ici en arabe, nous avons les deux points au-dessous. Non, ce n'est pas un masculin, c'est un personnage féminin. D'accord, ça vous le savez. Hein. Arrive Ismène qui, étant au courant du projet de sa sœur, tente de la convaincre d'y renoncer et affirme que Créon étant plus fort qu'elle. Voilà la première raison. Créon est plus fort qu'elle. N'hésite pas à donner l'exemple, à les faire mourir s'ils vont à l'encontre de sa loi. Donc, première raison, donc Ismène tente de donner des arguments à Antigone pour que cette dernière renonce au projet de l'enterrement du cadavre de Polynice. La première raison, Créon est plus fort qu'elle, il n'hésite pas à donner l'exemple. D'accord, il est là pour appliquer la loi, pour donner une leçon au peuple, à les faire mourir s'ils vont à l'encontre s'ils transgressent sa loi. Cependant, évoquer cette menace, avancer qu'il est l'aîné, la pondérer, ce sont d'autres arguments. Ismène dit à Antigone qu'il est l'aîné, d'accord? Ça veut dire plus âgé qu'elle, d'accord, il est l'aîné. Il est la pondérée, il est pondéré, ça veut dire il n'est pas impulsif, d'accord, il est réfléchi, il réfléchit bien avant d'agir. Voilà, un autre argument lui fait rappeler qu'il est la fiancée d'Aimon, ça c'est un autre argument, ne change rien quant à l'entreprise d'Antigone. Donc Antigone reste têtu, entêté, bien, il ne veut ni comprendre, ni avoir raison. Très bien. La deuxième entrevue, ça veut dire rencontre d'Antigone et la nourrice, est marquée encore une fois par l'allusion à la mort si proche de la rebelle. D'accord? Il lui demande de lui promettre de prendre soin de sa chienne douce. Donc en demandant à la nourrice de bien se comporter avec sa chienne, ça montre bien sûr qu'Antigone sait qu'il va mourir. Il fait allusion à sa mort. Bien. Un autre paragraphe. D'accord. Entre en scène Aimon, Antigone lui demande pardon. Pourquoi? Car il lui a causé un tort, lequel celui de se sauver après qu'il a ri à propos de sa tenue inhabituelle. D'accord, une soirée, voilà, donc Antigone devient élégante et son parfum sent bon. D'accord. Et lorsque Aimon l'a vu ainsi, il commence à rire. À ce moment-là, il se met en colère et se sauve. D'accord. Voilà, lui demander d'être grave, de la serrer montre qu'il sait que sa mort est inéluctable. Donc,
Antigone demande à Créon d'être grave, de ne pas, d'être grave, de ne pas rire, par exemple, de l'embrasser. Ceci montre, d'accord, qu'il sait que sa mort est inéluctable. Ça veut dire sa mort est inévitable. Entre parenthèses, c'est un personnage mu par la fatalité. Donc voici une caractéristique de la tragédie. Dans la tragédie moderne et classique, bien sûr, les personnages, surtout les personnages principaux, sont mus par la fatalité. Ça veut dire qu'ils ne peuvent en aucun cas échapper à leur destin. Surtout ne pas échapper à la mort. En dépit de ceci, malgré ceci, il s'assure qu'Aimon l'aime vraiment et qu'il ne regrette pas son choix. L'élire, elle, la noire, la maigre, la renfermée, au lieu de la belle, la blonde, l'extravertie, Ismène. Extravertie, ça veut dire ouverte, d'accord, sociable. La rebelle avoue, pourquoi? Parce que Antigone a un doute, il a eu un doute. Pourquoi? Parce que normalement, Aimon et Ismène ont plusieurs points communs, la danse, la réussite, etc. En plus, les deux ne sont pas les mêmes du point de vue physique, du point de vue moral, du caractère. Et malgré ceci, Aimon a choisi Antigone. Rappelez-vous, lors d'un bal, il a demandé à Antigone s'il accepte de devenir sa femme. Du coup, Antigone a dit oui. Il a dit oui. D'accord. Bien. La rebelle avoue à Aimon qu'il l'aime. Attendez. La rebelle, ça veut dire Antigone, avoue, il a fait un aveu. La rebelle avoue à Aimon qu'il l'aime, mais qu'il ne pourra jamais être sa femme. Nous avons ici deux aveux. Un, il l'aime. Deux, il ne pourra, avec un futur simple. Ça veut dire ça, c'est certain. Il ne pourra jamais, voilà, le futur simple, ça, cela montre que c'est certain il est certain qu'elle va mourir. Si c'était le conditionnel présent, ça, il y a un doute. Mais là, c'est l'indicatif. Ça veut dire le futur simple, il est certain, il est sûr qu'il va mourir. Le deuxième aveu reste une énigme pour Aimon. D'accord? Ça, c'est une énigme, n'est-ce pas? Comment il ne pourra jamais être sa femme? Ça, c'est une énigme. Puisque la princesse menace de se jeter par la fenêtre, s'il lui demande un éclaircissement. Donc, Aimon n'a pas posé la question « Pourquoi ne pourras-tu devenir ma femme ?» Pourquoi? Parce que la princesse Antigone menace de se suicider, de se jeter par la fenêtre s'il lui demande un éclaircissement. Et cela reste une énigme. D'accord? Cela reste obscur. Encore. D'accord? Encore une troisième fois, Ismène essaie de raisonner Antigone. Polynice, voilà, ce sont des arguments qu'il a donnés, d'autres arguments à Antigone, pour la dissuader, d'accord, pour la pousser, la convaincre à renoncer à l'enterrement du cadavre de Polynice. Argument 1, Polynice est mort. Argument 2, il est un mauvais frère et c'était toujours un étranger pour les deux filles. 3. Il n'a jamais aimé Antigone. D'accord. 4. Il ne faut pas être au-dessus de la loi. Donc, ça veut dire ils doivent les deux être au-dessous de la loi. Bien. Etc. Néanmoins, il lui avoue qu'il est déjà passé à l'acte le matin. D'accord? Je prends la page ici. La page, c'est à la page 46. Donc, la page 46 en haut. Donc, Antigone dit, c'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Le pronom personnel en remplace le lieu où se situe
où est le cadavre de Polynice, n'est-ce pas? Très bien. Alors, très bien. Donc, Ismène, il sait bien que Antigone a l'idée, hein, il a l'idée d'enterrer le cadavre de Polynice, mais il n'est pas au courant de cette première tentative. Mais à la page 46, et voilà, il lui a dit que ça y est, il est passé à l'acte. Il a tenté d'enterrer le cadavre de Polynice. Très bien. Maintenant, on passe à Créon. Alors, très bien. Du côté de Créon, le garde Jonas peine pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Donc, parce qu'il a peur. Vous savez bien que Créon est un tyran, c'est quelqu'un qui applique la loi, qui n'hésite pas à punir, hein, les pervers, d'accord, ceux qui transgressent sa loi. Alors, je reviens. Du côté de Créon, le garde Jonas peine pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Quelle est la mauvaise nouvelle? Celle d'une tentative d'enterrement. On ne sait qui exactement, on ne sait pas qui exactement. De la présence d'une petite pelle à côté du cadavre de Polynice. Alors, Créon, en colère, va se faire contre les ennemis. Créon, en colère, va s'y faire contre les ennemis qui, selon lui, ont envoyé un enfant pour contrecarrer son idée. D'accord? Alors, selon Créon, ce sont les ennemis, ses ennemis, ça veut dire les amis de qui? De Polynice. D'accord? Parce que Polynice, vous le devez le savoir, Polynice a quitté le royaume de Thèbes lorsqu'Antigone a 12 ans. Et maintenant, à ce moment-là, Antigone a 20 ans. Donc c'était 8 ans, d'accord? Cela fait 8 ans que Polynice a quitté le royaume de Thèbes. Bien sûr, il s'est disputé avec son père, Oedipe, il a quitté le pays. À chaque fois, il tente d'assassiner son père, de le détrôner. D'accord? Eh bien. Alors, Créon ordonne, après cette première tentative, Créon ordonne de doubler la surveillance. D'accord? D'étouffer l'affaire. D'accord? Oui, attention à la traduction ici. Étouffer l'affaire, ça veut dire ne pas parler au peuple, aux autres de cette première tentative. Ça veut dire cacher l'affaire. Laisser ça ça en secret. D'accord? Alors, Créon ordonne de doubler la surveillance, d'étouffer l'affaire et menace d'exécuter, de tuer les gardes si le peuple de Thèbes sera au courant de cette tentative. D'accord? Très bien. Alors, donc ici, écoutez, donc attendez. Quand je dis du côté de Créon, le garde Jonas peine pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, donc Jonas n'est pas allé au vif du sujet directement. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à temporiser, n'est-ce pas? À parler de sa compétence, de sa famille, etc., de son état civil, il est marié, il a des enfants, etc. Donc il est en train d'ajourner un peu, de temporiser, d'accord? Mais Créon, il a insisté, il lui a dit, tu dois me dire de quelle mauvaise nouvelle il s'agit. Alors, intervient le corps. Donc, vous devez savoir que le prologue, d'accord, le cœur, le messager, d'accord, un seul personnage, un seul comédien, bien sûr, interprète les trois rôles, ceux du prologue, du messager, du cœur. D'accord? Mais ils ont chaque personnage a sa fonction, son rôle dans la pièce. Et vous devez savoir que les trois personnages, bien sûr, ne participent pas à l'intrigue. D'accord? Ils ne participent pas à l'action principale. D'accord? Pour le cœur, pour le prologue, il est là pour présenter les personnages, le cadre spatio-temporel, le décor, parler des faits antérieurs.
D'accord? Ça veut dire des faits qui engendrent le mythe d'Antigone. D'accord? L'action d'Antigone. Hein? D'accord? Ça, c'est le prologue. Pour le corps, il a trois fonctions. Il parle à la place de qui? À la place du dramaturge, Jean Anouilh. Lorsqu'il fait, par exemple, lorsqu'il distingue entre qui, on verra ça maintenant, entre la tragédie et le drame. Aussi, il parle à la place du public, d'accord? Et à la place du peuple. N'est-ce pas? Bien, le messager, comme son nom indique, voilà, il est là pour rapporter des messages, messages. Ça veut dire des nouvelles, surtout les mauvaises nouvelles. Bien, intervient le cœur, désolé, intervient le cœur, oui, attendez. Comment ça? Attendez. Je suis désolé. Attendez. J'arrive pas à... Oui, très bien. Ça marche bien. Voilà, très bien. Ça marche bien. Voilà, je reviens à mon texte. Mon texte, désolé. Alors, on est arrivé où? Attention, faites attention à la traduction. Ça, c'est le cœur. Oui, chez Sophocle, par exemple, le cœur, c'était un personnage. Ce sont, voilà, beaucoup de personnages. 2, 3 ou bien 4 personnages. Mais chez Jean Anouilh, c'est un seul personnage. Donc, faites attention à la traduction. Intervient le cœur qui, en porte-parole du dramaturge, et dans un registre didactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis registre didactique, ça veut dire apprendre, enseigner. D'accord? C'est l'apprentissage, l'initiation. D'accord? Intervient le cœur qui, en porte-parole du dramaturge, ça veut dire en parlant à la place du dramaturge, et dans un registre didactique, apprend au public de faire une distinction entre le drame et la tragédie. Quelle est cette distinction? Quelle est la différence entre les deux? Si dans la tragédie on est tranquille, qu'est-ce que ça veut dire le spectateur, ou bien pour vous, vous êtes des lecteurs, vous êtes tranquille, le spectateur est tranquille, ça veut dire il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de surprise, donc on sait déjà que quand je dis tragédie, ça veut dire une fin tragique, ça veut dire il y a la mort à la fin. Bien, si dans cette dernière on est tranquille, ça veut dire que c'est une citation tirée de la pièce d'Antigone. Les accidents sont légion dans le drame. Qu'est-ce que ça veut dire un accident? Quand je dis accident, il ne s'agit pas ici d'un accident de la route, non. C'est un accident, c'est tout ce qui... les accidents, ce sont les rebondissements. Ça veut dire là où il y a le surgissement, le fait d'avoir des surprises, du suspense, d'accord, des événements inattendus, c'est ça un accident. Voilà. Donc les accidents sont légion, ça veut dire qu'ils sont nombreux dans le drame. Ce qui veut dire que dans la tragédie, on connaît la fin dès le début, explication, ce genre littéraire finit toujours dans le tragique. Toujours dans la tragédie, on a une fin funeste. Avant que les gardes d'Antigone n'entrent en scène, il ajoute, ça veut dire le cœur, il ajoute que ce destin tragique va bientôt commencer. Aucune issue n'est possible. Ça, c'est la définition même de la tragédie. Donc, dans la tragédie, les personnages, je viens de le dire, sont mus, guidés par la fatalité. Par exemple, donc Antigone voit, il sait bien qu'il va droit à la mort, mais il n'a pas pu en échapper, d'accord? Y échapper, d'accord? Il n'a pas essayé d'y échapper, d'accord?
D'ailleurs, à chaque fois, il dit qu'il veut mourir, n'est-ce pas? Avant que les... D'accord? Avant que les gardes et Antigone n'entrent en scène, il ajoute que ce destin tragique va bientôt commencer. Aucune issue, car aucune issue n'est possible. Très bien, j'ajoute un car. Voilà, conjonction de coordination. Surgissent, ça veut dire apparaissent. Surgissent les gardes. Surgissent les gardes capturant Antigone, qui a tenté à midi, la première fois c'était à 4 heures, n'est-ce pas? Une seconde fois, une deuxième fois, d'enterrer le cadavre de son frère moyennant qu'il le tire. Au début, la première tentative c'était la pelle, mais maintenant ce sont ces angles, hein, les angles. Celle-ci, ça veut dire Antigone, leur demande à qui? Aux gardes, de ne pas la salir, de la lâcher, de la laisser tranquille. Antigone déclare qu'il ne se sauverait pas, ça veut dire qu'il ne va pas s'enfuir. Il ne se sauverait pas car il est la fille d'Oedipe et qu'il veut mourir. Voilà, donc ça c'est la fatalité. Il sait bien qu'il va mourir, mais il n'a... voilà, donc ce n'est pas la peine de répéter la même chose, d'accord? Je crois que c'est très clair. Alors, maintenant, les gardes. Les gardes pensent à la récompense. Lorsque les gardes ont capturé, attrapé Antigone lors de la deuxième tentative, ils pensent à la récompense. Je m'explique. Créon leur offrira de l'argent. Ils pensent que Créon va leur donner de l'argent. De quoi aller au meilleur bar, surtout le palais arabe. D'accord, c'est un bar. Ils se voient même célébrés devant le public. Donc, ils se voient en train d'être décorés, de recevoir un prix, une décoration devant le public. Mais c'est ça, ce sont des chimères, hein, ce sont des illusions, bien sûr. Je passe. Alors, on est presque arrivé à ce qui est très important dans Antigone, à savoir le face-à-face entre Antigone et Créon. Bien, Antigone est conduite devant Créon, après la deuxième tentative, après la capture, c'est sa capture bien sûr. Il reconnaît d'emblée son acte. Est-ce qu'il a dit non, c'est pas moi, ce n'est pas moi qui a essayé d'enterrer le... Non, non, il a reconnu, il a dit oui, c'est moi. À la question de Créon, as-tu, etc., etc. Oui, c'est moi qui a tenté d'ensevelir le cadavre de Polynice, donc il n'a pas nié, aucune négation, c'est la reconnaissance. Au contraire, il a reconnu son acte. Antigone est conduite devant Créon, il reconnaît d'emblée son acte. Sans hésitation. D'accord? Créon, craignant un scandale, il craint le scandale. Créon, craignant un scandale, lui demande de rentrer chez elle, de ne pas parler de ce qui s'est déroulé à personne. Prenons indéfini. À personne. Voilà ce qu'il a fait Créon. Il n'a pas condamné Antigone d'emblée. Voilà, une fois il a su que c'est elle qui a tenté d'enterrer le cadavre de Polynice. Non, d'abord il a tenté de quoi? De cacher l'affaire, d'étouffer l'affaire. Créon, pourquoi? Parce qu'il craint un scandale. Pourquoi un scandale? Parce que tout simplement c'est sa nièce, n'est-ce pas? C'est la fille de sa sœur, c'est sa nièce. D'accord? Donc ce n'est pas facile pour un roi de condamner sa nièce. Un roi surtout comme Créon. Créon, craignant un scandale, lui demande de rentrer chez elle, de ne pas parler de ce qui s'est déroulé à personne. De sa part, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera disparaître les 3 témoins que sont les gardes. Il va tuer. Il fera disparaître les gardes. Cependant, il lui dit qu'il recommencera. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Antigone? Il a dit à Créon qu'il va refaire son acte. Une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. fois. Donc, il va refaire. Cependant, il lui dit, d'accord, qu'il recommencera. À Créon qu'il interroge sur le mobile de cette action.
Le mobile, ça veut dire ici, ça veut dire la raison, le pourquoi de l'action. Acréon qu'il interroge sur le mobile de cette action, il répond qu'enterrer Polynice est un devoir, que si son cadavre n'est pas enterré, son âme ira éternellement sans trouver de repos. C'est ce face à face. Attendez. Donc, quelle était la réponse? Donc, Créon pose la question à Antigone. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer le cadavre de Polynice? La réponse, en utilisant le jeu d'Antigone, j'ai enterré le cadavre de mon frère Polynice parce que c'est un devoir divin. Dieu divin, c'est un devoir divin. D'accord? Il a le droit d'être dûment enterré comme tous les gens, surtout comme Éthéocle. D'accord? Parce que si il n'est pas enterré, son âme va errer éternellement, continuellement, sans arrêt. Il ne trouvera pas de repos. Je reprends, je relis. Acréon qui lui pose la question sur le mobile de cette action, il répond concevelir. Parfois, mes amis, je donne le synonyme. Directement, je donne le synonyme. C'est bien comme ça. Acréon qui lui pose la question sur le mobile, la raison de cette action, Antigone répond concevelir Polynice est un devoir divin, un devoir, voilà. Que si son cadavre n'est pas enterré, n'est pas enseveli, son âme ira continuellement, éternellement, pour toujours, sans trouver de repos. C'est ce face-à-face qui mène la tragédie vers le sommet. Donc la tragédie se déroule de cette manière. Donc nous avons, voilà, une courbe. Attendez, je suis désolé. Pas de feuille. Je suis désolé, aucune feuille vierge à côté de moi. Je suis désolé. Donc, au début, c'est l'ouverture, aucun problème. Et après, la tension monte. Ici, la deuxième tentative, oui. Il est capturé par les gardes. Ça, c'est la tension commence à monter, monte jusqu'à le sommet, le point culminant. Et après, c'est le dénouement. On revient à l'état initial. Bien. Acréon, voilà. C'est ce face-à-face. C'est ce face-à-face entre qui et qui, entre Créon et Antigone, qui va mener la tragédie vers le sommet. Ça veut dire l'acmé, l'acmé du nœud, puis vers un dénouement malheureux. Un dénouement malheureux. Vous savez bien que les trois phases de la tragédie sont l'exposition, d'accord, le nœud et le dénouement. Donc c'est ce face-à-face entre les deux qui va diriger la tragédie vers l'acmé du nœud. Ça veut dire le summum, le sommet du nœud, puis vers un dénouement, bien sûr, malheureux, parce que la tragédie d'Antigone finit dans le tragique, à savoir la mort d'Antigone et de la reine Eurydice. Voilà mes amis, au revoir, à la séance prochaine.